à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Je remercie vraiment tout le monde, la Maison de l'Autisme et bien sûr les deux Hélène et Marie Schuster qui tous les ans organisent cette journée avec brio. Et c'est vraiment une mission qui est très importante parce que ça a beau, et on va le voir au cours des présentations aujourd'hui, être extrêmement fréquent. Il y a encore énormément d'ignorance sur ce que sont ces troubles et l'impact dans le quotidien des personnes. Donc je suis vraiment ravie d'être avec vous et je vous remercie de votre attention. Je commence toujours la présentation par un petit peu d'historique parce que lorsque je commence ma consultation, les parents sont parfois un peu confusionnés par tout ce qu'ils ont pu voir comme mots. On m'a dit qu'il était un peu autiste, on m'a dit qu'il était dans le spectre, on m'a dit que c'était un Asperger, et ils sont perdus. Et je me rends compte qu'il n'y a pas que les parents qui sont perdus, parce que souvent les jeunes étudiants, les jeunes professionnels qui arrivent dans mon service, ils ne savent pas vraiment en fait la différence entre ces entités. Donc je fais toujours ce rappel historique qui me semble pas inutile, parce qu'il a été décrit ce terme dans les années 1943 par Léo Kanner qui décrivait une triade autistique avec des difficultés dans les interactions sociales, de la communication, des intérêts restreints. Et un an plus tard, Hans Asperger décrivait le syndrome d'Asperger. Il y a eu l'avènement de grandes classifications internationales qui ont permis de regrouper les termes, parce qu'effectivement, avant, il y avait les troubles envahissants du développement, avec au sein de ces troubles, les troubles autistiques, le trouble syndrome d'Asperger, le TEDNOS, mais avec l'avènement du DSM-5, donc du diagnostic manuel de santé mentale, il y a eu les troubles du neurodéveloppement et en son sein, les troubles du spectre de l'autisme. Je pense que c'est important d'avoir un vocabulaire, en tous les cas, qui est commun. Et l'objectif, c'est pas forcément de... je suis pas quelqu'un qui est forcément attaché aux mots, au diagnostic, mais c'est avant tout de pouvoir expliquer aux personnes quelles sont leurs difficultés. Et je pense que pour les familles, c'est de plus en plus important de bien comprendre si on veut les faire participer. Les troubles du neurodéveloppement, c'est des troubles qui affectent le processus du développement cérébral et ça conduit à des difficultés dans plus ou moins des fonctions cérébrales. Et ça va être des troubles du développement intellectuel, des troubles de la communication, les troubles du spectre de l'autisme, le trouble hyperactif déficit de l'attention, les troubles moteurs, les troubles des apprentissages. C'est extrêmement fréquent vu qu'on considère que c'est 5 à 20% de la population. Donc là, par exemple, je ne sais pas combien on est, mais si on compte 5 à 20%, on peut tous s'imaginer que c'est très, 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 très fréquent. Et que ça veut dire que si vous êtes un professionnel qui fait de la cardiologie, de la médecine gériatrique, de l'orthopédie, c'est sûr que vous aurez des familles qui sont concernées par les troubles du neurodéveloppement. C'est extrêmement fréquent. Avant, on pensait que l'autisme, c'était une maladie rare. Hein, pas du tout. Hein. Les études récentes montrent plutôt que c'est une maladie qui est un trouble qui est extrêmement fréquent et dont le sexe ratio semble influencé par le sexe, étant donné qu'en fonction du niveau de fonctionnement intellectuel, il y aurait un ratio de 2 garçons pour une fille quand il y a un trouble sévère du développement intellectuel versus 6 à 8 garçons pour une fille quand il n'y a pas de trouble du développement intellectuel. Alors, pourquoi c'est encore si difficile à diagnostiquer? Parce que ce sont des troubles qui sont extrêmement hétérogènes. Hétérogènes sur la présentation phénotypique, c'est-à-dire sur le caractère exprimé de ces troubles. Notamment parce qu'il y a une sévérité dans le spectre d'expression, et que ce soit en termes de entre les individus, et puis même pour un même individu, il va changer comme ça son évolution au fur et à mesure de son évolution. Il y a une variabilité des troubles qui sont associés, et ça, je vais l'expliquer. Et puis, il y a une grande variabilité des facteurs sociodémographiques qui sont associés. Tout ça, ça fait que, il y a des personnes qui disaient, il y a un peu ça, mais il n'y a pas trop ça, donc je ne suis pas sûre que ce soit ça. Et souvent, les parents, ils vont rencontrer différents acteurs qui ne vont pas leur dire la même chose. Et ça ne veut pas dire que les acteurs qu'ils ont rencontrés, ils disent n'importe quoi. Ça veut dire qu'à un moment, on va exprimer plus ou moins une quantité de difficultés. En termes de spécificité de symptômes, on va retrouver des singularités dans les interactions sociales, des troubles de la communication, bien sûr les intérêts restreints, et puis tout autour, une constellation de symptômes qui vient modifier, aggraver, appuyer sur certains éléments des difficultés, avec des difficultés de la perception sensorielle, des difficultés d'attention conjointe, d'expression corporelle,
des singularités dans le langage. Et toutes ces constellations de symptômes vont faire qu'on va exprimer plus ou moins fort des difficultés au fur et à mesure du développement de la personne. Et ça, je pense que c'est aussi important de le prendre en compte. En termes de signes cliniques, on trouvera plus ou moins des altérations des relations sociales. Ça peut être des difficultés de compréhension des situations sociales. Typiquement, le petit garçon qui voit la personne avec sa canne et qui, normalement, à partir d'un certain âge, on sait qu'on doit laisser sa place, on sait qu'on ne doit pas dire tout haut ce qu'on pense tout le temps. Il y a aussi une altération des compétences de partage social. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que normalement, quand il y a un truc que je suis très, très contente de faire, je vais dire « viens voir avec moi, viens, je te montre ». C'est des enfants qui vont pas forcément ne pas le faire, mais qui vont avoir des difficultés à le faire de façon adaptée et qui vont pas maintenir ce niveau de partage. Aussi des difficultés de reconnaissance des états émotionnels d'autrui. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont pas empathiques, pas du tout. Ça veut dire qu'ils ont des difficultés à imaginer que l'autre ne soit pas dans le même état mental qu'eux. Et ce qui fait que c'est difficile en termes d'ajustement dans la relation. On passe nos journées à être dans l'ajustement. C'est-à-dire que si je vois à vos regards que vous êtes comme ça, en train d'être complètement sédaté parce qu'il fait 40 degrés, quoi qu'ici il fait bon, je vais bien sûr essayer d'adapter. Je vais essayer de m'adapter au regard et de capter à quel point on est dans une relation. Et ça passe bien sûr par les mots, mais ça passe aussi par le regard et par des compétences qui sont innées quand on n'a pas ce type de difficulté. On parle aussi d'altération de la communication. Alors, c'est vrai que je vois encore beaucoup de familles qui viennent vers moi en me disant le professionnel ou les gens m'ont dit non, il n'est pas autiste, il parle. D'accord, il parle très bien. Mais c'est vrai que dans le terme communication, et ma collègue Oriane en parlera tout à l'heure, on entend la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale. Alors effectivement, il y aura une proportion de personnes avec autisme qui ne développeront pas de langage verbal. Et puis, il y en a qui auront des particularités, des troubles du langage, des utilisations inhabituelles du langage, avec un langage qui est écoladique, c'est-à-dire qui est répétitif, qui n'a pas de but de communication, des inversions pronominales, des langages qui sont parfois un peu précautionneux, des voix un peu de robot. Quand je parle de communication, globalement, je me mets comme ça et que j'ai un ton comme ça. Effectivement, j'ai parlé, mais on ne peut pas dire que j'ai eu une interaction, une communication de qualité avec vous. Ça inclut une mélodie, une prosodie et un langage qui se veut adaptatif. Et puis, c'est des communications qui ne sont pas toujours très réciproques. C'est-à-dire que normalement, dans une conversation, je vais marquer une pause, attendre que l'autre me réponde, essayer de m'adapter à sa réponse, sauf dans les cas de dictature absolue, bien sûr, mais normalement, la communication, c'est à 2 ou 3 volets. Donc voilà, un langage digressif qui ne prend pas toujours en compte l'interlocuteur, qui ne prend pas forcément en considération le contexte, c'est-à-dire que si je vous parle comme si vous étiez mes collègues à l'hôpital, alors que pour certains d'entre vous, et peut-être en ligne, vous n'avez jamais vu de personne avec autisme, je ne vais pas avoir votre adhésion, parce qu'il faut que j'essaie d'utiliser des mots qui soient compréhensibles par tous pour que vous puissiez comprendre et ensuite vous adapter. Donc c'est ça, la communication. Et je pense que c'est hyper important d'être tout à fait au clair avec ça, parce que notamment dans les services de médecine dite somatique et notamment aux urgences, on voit beaucoup de familles avec autisme, que ce soit des enfants ou des adultes, pour lequel le fait qu'il y ait un langage oral, des capacités verbales, va faire qu'on va peu ou pas prêter attention à leur niveau de difficulté. Alors que parler, ça ne veut pas dire ne pas avoir de difficulté. Bien au contraire, parfois, ces enfants-là, on y prête encore moins attention, parce que comme ils parlent, ils sont un peu mis de côté. Et je dis toujours aux parents, attention, dans la classe, il est sympa, il est mignon, il parle, mais je veux pas que ce soit la plante verte de la classe. Il faut au contraire aller le chercher, parce que lui, il viendra pas vous chercher. Des personnes qui ont des intérêts restreints, qui n'explorent pas très bien l'environnement, qui ont des grandes sensibilités au changement, qui ont des utilisations atypiques de certains objets. Alors on donne souvent cet exemple, mais c'est vrai que quand vous interrogez les parents, il faut aussi savoir bien les interroger. Si vous dites est-ce qu'il joue à la poupée? Oui, il joue à la poupée. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait avec les poupées? Il arrache les cheveux un par un. On peut pas vraiment dire que c'est un jeu extrêmement symbolique de jeu de la poupée. On imagine un jeu réciproque entre deux poupées. C'est pareil, jouer à la petite voiture, les aligner par couleur et par marque, on peut pas dire que ce soit un jeu très symbolique de jeu de voiture à deux. On va essayer de se poursuivre. L'idée, c'est pas à tout prix de chercher la petite bête. Encore une fois, quand on va essayer de trouver ces symptômes, c'est
quelles sont les capacités actuelles, quel est le niveau de difficulté et comment augmenter les compétences. Et puis on retrouvera parfois effectivement des stéréotypies motrices, des balancements, des déambulations. Ce sont aussi des personnes qui ont parfois des anomalies de la perception du raisonnement social. C'est-à-dire que si vous voyez bien les lettres E, S, A et H, vous pourriez aussi vous intéresser juste à la petite lettre en haut à gauche du A. Ce qui fait que c'est difficile d'avoir une vision globale et que dans notre journée, on n'a que d'une vision globale. Fort heureusement pour vous, je ne regarde pas le petit coin de la caméra là. J'essaie de regarder l'ensemble pour essayer de voir comment je peux m'adapter à cet environnement. C'est aussi des personnes qui vont avoir des difficultés de reconnaissance et de percevoir les indices sociaux. Encore une fois, normalement, quand on fait une présentation, je vais essayer de capter un petit peu les regards, vous êtes un peu nombreux, mais si j'en vois un qui est comme ça, je vais me dire, mince, j'ai peut-être dit une énorme bêtise, là, j'ai dû vexer quelqu'un ou fâcher quelqu'un, qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour me rattraper, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour qu'on puisse s'adapter. C'est ça, la compréhension des indices sociaux. Et toute la journée, on passe notre temps à essayer de s'adapter aux indices sociaux, notamment avec les patients, parce qu'ici, on est pour sensibiliser les professionnels. Donc, vous passez vos journées avec des personnes qui sont avec une maladie cardiaque, avec une jambe cassée, avec ce que vous voulez, mais vous vous adaptez en permanence à la personne et à sa famille. C'est des personnes qui vont parfois aussi avoir des anomalies de fonctionnement exécutif, donc qui vont avoir du mal à s'inhiber, qui vont avoir du mal à être flexible, c'est-à-dire à passer d'une activité à l'autre. Et donc, du coup, on voit vraiment ces difficultés de tolérance au changement. Et ça, c'est aussi hyper important parce que si vous êtes au service des urgences, que vous avez vu 14 personnes défiler, qu'on vous a fait changer 3 fois de box, qu'on vous a dit on va venir vous chercher dans une demi-heure, mais pas de chance, il s'est passé 40 minutes. Moi, j'ai des enfants, si on leur a dit une demi-heure et que vous les prenez à 40 minutes, ils vous saccagent la pièce. Vraiment. Donc, c'est important de le savoir en tant qu'affaire s'il y a des difficultés avec les changements. D'autant plus que le fonctionnement exécutif, c'est votre quotidien. On passe notre journée, le matin on se lève, on va se dire, on se fait tous des emplois du temps mentaux finalement. Je vais me lever, je vais me laver les dents, ensuite je vais m'habiller, ensuite je vais partir. Et cette séquence-là qui nous semble si évidente, si normale, c'est extrêmement coûteux pour les personnes potentiellement qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Donc c'est important d'être très au clair avec ça. Parce que si vous êtes un infirmier dans un service, par exemple, d'orthopédie, et vous dire on va prendre la douche et puis ensuite on va se laver les dents et puis ensuite il ira voir le radiologue, il y a eu trop de mots, trop de séquences. C'est trop coûteux ça, ça sert à rien. Moins de mots, plus d'images, plus d'accompagnement. Je vais passer un petit temps à parler aussi des particularités sensorielles, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui peut être potentiellement invisible. Toutes les difficultés sensorielles ont été décrites chez les personnes avec troubles du spectre de l'autisme. Ça passe de l'hyposensibilité à l'hypersensibilité, en passant par des anomalies de la perception, et ça peut toucher toutes les modalités sensorielles. Ces particularités sensorielles, en particulier dans les services des urgences, elles engendrent très souvent des grandes difficultés de comportement. Ça majore les difficultés attentionnelles et ça peut vraiment accentuer les difficultés de communication. Je vous donne un exemple. J'ai des collègues des Liportes de l'hôpital Robert Debré qui sont des gens formidables, qui font vraiment un métier incroyable. Et puis un matin, je vais au Liporte, ils me disent il y a une personne avec autisme. Le monsieur aide-soignant est extrêmement gentil, mais en fait, je le vois faire. Il rentre dans la pièce, il allume la lumière, il touche le bouton. Et dans ma tête, je me dis dans 3 secondes, il y a une crise. Parce que je vois ce grand gaillard dans son lit. Et puis tout d'un coup, il y a la lumière qui s'est allumée. Il a touché 3 boutons, il y a la sonnerie qui s'est mise à biper. Il lui a attrapé la main pour lui mettre le tensiomètre. Le tiercé dans le désordre pour faire flamber un enfant qui a de l'autisme en fait. Parce qu'en fait, il aurait juste fallu peut-être annoncer à la personne qui l'accompagnait ce qui allait se passer, annoncer qu'on allait allumer la lumière, est-ce que c'était le bon moment, dire je vais appuyer sur le bouton, donc il va y avoir un petit bruit. Ce sont des détails, mais des détails qui vont changer le déroulé de la journée pour cette personne-là. Et ça, j'espère que ce sera quelque chose dont je pourrai vous parler l'année prochaine si je suis réinvitée, parce que justement avec ma collègue Oriane qui va vous parler de la communication, on va mettre en place un projet pour mieux accompagner les personnes dans les services des urgences. Mais voilà, je voulais pas faire de spoiler, mais ça me démangeait quand même, donc je l'ai fait. Donc j'espère que vous avez compris que c'est très hétérogène comme trouble et que c'est pas étonnant que ce soit si difficile à diagnostiquer, mais que c'est quand même très important de bien être au clair avec l'ensemble des symptômes pour mieux accompagner.
Ce qui est difficile aussi, c'est que ce sont des personnes qui, au fur et à mesure de leur développement et de l'âge qui fait, vont avoir des troubles qui vont venir s'y associer. Ces troubles, ça peut être d'autres troubles psychiatriques, et on a le droit d'être et autiste, et d'avoir un épisode dépressif, et d'avoir un trouble schizophrénique, et d'avoir un trouble anxieux. Et puis, il va y avoir aussi donc, les troubles sensoriels, les autres troubles du neurodéveloppement, les troubles du sommeil, les troubles neurologiques, notamment l'épilepsie, et puis évidemment les syndromes génétiques dont je parlerai un petit peu plus tard. Ces troubles, si vous ne venez pas les chercher, si vous ne posez pas la question de est-ce qu'il y a un trouble associé, la personne avec autisme, elle ne va pas vous dire forcément « je me sens un peu déprimée là ». Ça va être plutôt une famille qui va dire « il n'est pas comme d'habitude, il est plus nerveux, il a encore plus besoin de ses rituels, il est encore plus constipé qu'avant ». Ils vont souvent comme ça venir majorer des difficultés qui étaient présentes au préalable. Et puis effectivement, en termes de présentation clinique, ce sont des personnes qui, au sein de leur trajectoire individuelle, vont avoir des facteurs qui vont venir modifier l'expression de leurs difficultés. À savoir, effectivement, entre les garçons et les filles, on sait que les symptômes ne sont pas toujours les mêmes, en tous les cas, pas au premier plan. En fonction du type d'âge et de mode de début, on ne va pas avoir la même expression des troubles. Et puis en fonction aussi de certains facteurs qui peuvent y être associés, notamment si vous prenez un très grand prématuré, une personne qui a été exposée à certains produits quand il était dans le ventre de sa maman. Donc tout ça, ça doit rentrer en ligne de compte. L'objectif, quand on s'interroge sur ces questions-là, c'est pas de faire une chasse à le pourquoi, mais plus vous êtes au clair avec la symptomatologie et les difficultés, mieux vous allez accompagner. Et ça, c'est l'enjeu de cette journée. Les troubles du développement intellectuel, on pensait que c'était dans 100% des cas. Maintenant, on sait que ce n'est pas le cas. C'est plutôt entre 30 et 50% qui sont décrits de personnes avec troubles du développement intellectuel, avec souvent des difficultés qui sont hétérogènes et des retards marqués dans certains domaines. Les troubles associés, j'en ai parlé, je pense que c'est vraiment encore largement méconnu, sauf que nous, à Robert Debré, on les voit arriver directement par la case des urgences. On a beaucoup d'enfants qui arrivent aux urgences pour un trouble du comportement. Alors, on nous appelle et on y va, on dit « Ah bon, c'est quoi un trouble du comportement ?»« Ah il s'est énervé, il s'est agité. » Alors déjà, et ça j'y reviendrai un peu plus tard, quelque chose de très aigu chez une personne avec autisme, qui surtout s'il ne parle pas, on va se demander s'il n'y a pas une douleur qui est pas connue, qui n'a pas été perçue. Ça va être la première chose. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup aussi d'enfants qui viennent pour des crises suicidaires, des décompensations de troubles anxieux, des refus scolaires anxieux, des symptômes obsessionnels compulsifs, des syndromes de Gilles de la Tourette, et ça va être la porte-entrée du diagnostic du reste. Et on voit de plus en plus malheureusement d'enfants qui arrivent en crise suicidaire à Robert Debré, parce qu'ils n'avaient pas été diagnostiqués sur le plan du trouble du neurodéveloppement, et ils arrivent à un moment de leur vie qui est la préadolescence ou l'adolescence, où il va y avoir des facteurs de stress qui sont reliés à la puberté, à la vie scolaire, à la vie familiale, et je pense qu'on a des retards diagnostiques terribles qui majorent le pronostic de ces personnes. Donc, savoir que ça existe, c'est interroger. Et c'est une première étape qui est fondamentale. Dans les troubles associés, on trouvera très fréquemment des troubles du sommeil. Je dis ça parce que les gens s'intéressent pas encore beaucoup aux troubles du sommeil. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont parents, mais quand vous avez un enfant qui n'a pas dormi depuis 2 ans, c'est quand même complicado, la vie dans le quotidien. Alors c'est complicado pour vous, mais c'est complicado fort pour la personne surtout, parce que moi, quand j'ai pas dormi une nuit, 2 nuits, je vous déconseille de me croiser trop longtemps dans la journée. Je suis pas hyper agréable. Pour les personnes avec autisme, non seulement ils vont avoir un impact sur leur flexibilité, potentiellement leur rigidité, mais aussi sur leur capacité attentionnelle, sur leur capacité de capter les situations. Et c'est épuisant. Les troubles du sommeil, c'est fréquent, donc il ne faut pas hésiter à poser la question et à traiter. On retrouvera des troubles de l'alimentation, et tout type de troubles de l'alimentation ont été retrouvés. Ça va aller de la grande sélectivité alimentaire, et on voit de plus en plus d'enfants qui viennent pour des consultations d'ARFID, donc c'est des tout petits mangeurs, mais qui cassent leur courbe de croissance, qui sont extrêmement sélectifs, qui sont parfois extrêmement dénutris, donc ça c'est hyper important de poser la question.
Puis aussi qui ont des PICA. Alors les PICA, c'est quand vous mangez des substances qui sont non nutritives. On voit encore du scorbut et du saturnisme chez les enfants. Donc si vous ne posez pas la question, vous n'allez pas le chercher. Le saturnisme, c'est grave, hein, c'est des intoxications au plomb. Donc on en voit encore à Paris, en France. Des troubles digestifs, il ne faut pas banaliser les troubles digestifs. Hein. Quand vous voyez un enfant, nous parfois il nous appelle aux urgences, il a les troubles du comportement, vous soulevez le t-shirt, il a un ventre comme ça fait 1 semaine qu'il n'a pas été à la selle, c'est pas normal, c'est pas possible ça. Il faut interroger sur les troubles digestifs, il faut mieux accompagner ces familles-là. De même pour le reflux gastro-œsophagien, hein. Le gamin autiste, il ne va pas vous dire j'ai un peu de reflux là. Il va avoir mal à la gorge, une voix un peu cassée. Il faut chercher ça. On se trouvera aussi bien sûr des troubles dentaires, des hypotonies et de l'épilepsie. Toujours est-il qu'un changement de comportement aigu chez une personne avec autisme ou trouble du développement intellectuel, il faut rechercher une cause somatique jusqu'à preuve du contraire. Une douleur dentaire, une douleur de ventre, etc. etc. Les variations, elles dépendent bien sûr du degré de sévérité du syndrome, bien sûr du niveau cognitif, du niveau de communication, et l'existence de troubles associés. Et c'est vraiment pour ça qu'on parle de cette hétérogénéité dans le phénotype. Le diagnostic de l'autisme, il est clinique, d'accord ? Bien sûr, on a plein de moyens, il y a plein de tests, il y a plein de trucs qui existent, mais il reste une impression clinique. Ce sera important de recueillir l'ensemble des antécédents, l'histoire du développement, on va rechercher des facteurs de risque, l'histoire du développement, donc à quel âge il a marché, à quel âge il a parlé, quels sont ses antécédents. Et pour tout ça, il y a des grandes recommandations qui existent avec des synthèses qui sont très bien faites. Et je vous ai mis un lien pour la recommandation de la HAS. Il y en a une nouvelle qui va sortir d'ailleurs. Un examen clinique à la recherche de troubles associés. Moi, à ma consultation, je dis aux parents, il pèse combien? Il mesure combien? C'était quand la dernière fois qu'il a vu le docteur? Normalement, en pédiatrie, vous voyez les enfants, les petits sont vus tous les ans. Moi, je vois, la plupart des enfants que je suis sont plus suivis sur le plan de la médecine physique. Et les parents disent, mais on ne peut pas en profiter là pour faire le vaccin et la prise de sang? Je dis, oui, après tout, oui, c'est le rôle du psychiatre, il n'y a pas de problème, on va faire les vaccins, la prise de sang, allons-y. Ça ne me dérange absolument pas. Mais ça prouve, je pense que de plus en plus, à la fois, les familles ont une crainte d'aller faire des soins parce qu'ils ont peur que ça ne se passe pas bien, mais je pense qu'aussi, il y a encore trop de mauvaises informations sur ce que sont ces troubles et les équipes de somatique ont parfois encore peur de ce type de situation. Donc, ça prouve encore plus à quel point c'est important cette journée. Bien sûr, il y a des outils d'aide au diagnostic, l'ADI, qui est l'autisme diagnostic interview, qui est un outil qu'on peut utiliser par un spécialiste pour évaluer l'histoire développementale, les particularités dans les différents champs qui font l'autisme. L'ADOS, qui est faite par un professionnel, notamment souvent un psychologue, pour évaluer la qualité des interactions, la qualité de la communication. Et puis surtout, il faudra faire un bilan de fonctionnement. L'objectif de ce bilan de fonctionnement, c'est de s'ajuster. Savoir à tout prix comment il parle, comment il bouge, comment il se débrouille sur le plan moteur, comment est son intelligence, c'est pas pour le caser dans une catégorie, c'est pas pour dire il est très 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 autiste ou un petit peu autiste, il parle très bien ou il parle pas très bien, c'est pas ça qui compte, c'est à quel point vous allez être proche de la symptomatologie de la personne pour partir d'un état de base et faire augmenter ses compétences. Et si vous n'avez pas une idée de comment il raisonne, comment il fonctionne, quelles sont ses capacités réelles en termes de compréhension, vous n'allez pas pouvoir ajuster les outils et augmenter ses compétences, alors que c'est ça l'objectif. On fera aussi un bilan étiologique, et ça sera aussi un petit peu la suite de mes propos. Le bilan étiologique, c'est que maintenant, on cherche des causes. Je vous dis ça parce que j'ai Alexandre qui est avec moi ici, qui est psychologue aussi dans mon service, et on a une maman dans mon unité qui est venue me dire en pleurant qu'un charmant professionnel lui avait dit que c'est un peu de sa faute si son enfant était comme ça. Donc en France, à Paris, au XXIe siècle, on dit encore aux mamans que c'est de leur faute si leur enfant est autiste. Cette semaine, je me dis que c'est quand même important que je le rappelle que ce n'est pas de la faute des mamans, ce n'est pas de la faute de l'amour, on arrête avec ces croyances-là, on cherche des causes maintenant, on fait de l'imagerie cérébrale aux personnes avec autisme, on fait de l'EEG, on fait de l'IRM et on fait des bilans étiologiques avec de la génétique. Et ça va être la suite de mon travail.
L'évolution, elle est souvent chronique, avec une stabilité du diagnostic, et c'est vrai qu'on va attendre une amélioration de la communication. L'objectif des prises en charge, c'est de réduire le plus possible les difficultés en termes de comportement, de rendre plus fonctionnelle la communication, d'améliorer les capacités d'interaction. Bien sûr, il va y avoir des moments difficiles, notamment au moment de la puberté, au moment de la transition à l'âge adulte. Finalement, comme dans beaucoup de troubles chroniques, vous prenez une personne qui est diabétique, la transition à l'âge adulte, souvent ça va être un moment de décompensation. Ce qui se passe, c'est que les personnes avec autisme, quand elles deviennent adultes, tout d'un coup, le système, c'est comme si on passait sur un autre monde. Et ça, je pense que mes collègues, Hélène, en parlera très bien tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est important de préparer très en amont cette transition. C'est aussi important de faire une prise en charge précoce. Alors, c'est très à la mode, le dépistage précoce, le diagnostic précoce, mais je pense qu'il faut prendre en charge extrêmement précocement tous les troubles qui vont venir s'y associer. C'est-à-dire que la puberté, on sait que ça va arriver, on ne va pas attendre qu'il ait des poils et qu'il ait pris 130 cm pour s'intéresser à sa puberté. Il faut prendre précocement tous les troubles qui vont s'y associer. Dans les facteurs pronostiques, on retrouvera donc le niveau de développement intellectuel, les conditions d'apparition des troubles et leur précocité, les troubles qui y sont associés, et bien sûr les facteurs environnementaux, c'est-à-dire les modalités d'accompagnement et de suivi. La prise en charge, en tous les cas dans le champ de l'enfant, elle est nécessairement multidisciplinaire. Un enfant, c'est pas un petit adulte, c'est une personne qui évolue dans un écosystème qui va inclure sa famille, ses aidants, les soignants, l'école. C'est pour ça que c'est important de mettre en place une collaboration et qu'il faut associer l'enfant et sa famille, qu'il faut respecter la singularité de l'enfant et de sa famille, c'est-à-dire tenir compte de ses goûts, de ses centres d'intérêt, pour pouvoir coélaborer le projet d'intervention. Pour ça, il faut l'informer, l'associer, rechercher, bien sûr, sa participation aux décisions, parce que plus vous expliquez à mesure du possible pourquoi on fait les choses, plus vous allez avoir la coopération. Et pour ça, il faut utiliser un mode de communication qui est commun. Il faudra également porter attention à la fratrie. D'une part, parce qu'il y a un risque de récurrence, mais je vois beaucoup de frères et sœurs d'enfants avec autisme qui vont avoir des difficultés, soit de type neurodéveloppemental, soit des difficultés d'adaptation, des stress aigus, parce que voilà, il faut libérer la parole sur le fait que parfois c'est difficile d'avoir un frère ou sœur qui a des difficultés. Plusieurs approches existent. Ce sera très important de mettre en place des prises en charge en orthophonie, et ça, Oriane en parlera très bien tout à l'heure, avec des outils de communication augmentée adaptés. De mettre en place des stratégies pour améliorer tout ce qui est fonctionnement moteur, avec la psychomotricité, l'ergothérapie. De proposer des entraînements aux habiletés sociales, des prises en charge comportementales, en guidant les parents, parce que je dis toujours ça aux parents, si vous prenez un cours de piano et que vous n'avez rien fait avant le prochain cours de piano, si vous n'êtes pas entraîné, vous n'allez pas progresser. Si les parents, ils viennent à la séance, que tous les jours, ils font travailler leur enfant, ils participent, forcément, il y a plus de progression. Moi, je vois encore trop de parents, ils disent « Ah bah alors, il est allé chez le psychologue, il a fermé la porte et je ne sais pas ce qui s'est passé. » Ah bon, bah c'est intéressant ça, parce que comme votre enfant, il ne parle pas, si le psychologue ne vous dit pas ce qui se passe, il va y avoir un petit sujet. Il faut participer. Et bien sûr, l'objectif, c'est la scolarisation avec des aménagements, des aides humaines, et puis plus ou moins des outils. Maintenant, il y a les unités enseignement, les unités de dispositifs d'intégration spécialisés. L'objectif, ce sera toujours l'insertion scolaire, l'insertion professionnelle, l'aide à la socialisation, toujours limiter les traitements médicamenteux, éviter l'institutionnalisation et accompagner la famille dans la compréhension et dans le fonctionnement du patient. Et puis surtout, il y a des axes de prévention. Moi, je dis toujours, le mieux, c'est de ne pas aller aux urgences. La médecine préventive, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais pour ça, il faut des soins réguliers, il ne faut pas avoir peur d'aller chez le médecin. Et souvent, les familles qui sont déjà avec des soins qui sont réguliers et très fréquents, ils vont avoir peur d'aller embêter le médecin généraliste pour des petites choses. Mais sauf qu'après, c'est trop tard si on attend. Donc, il faut accompagner les soins réguliers. Et puis, il faut prévenir. Maintenant, il y a des consultations sans soins. Faut savoir préparer une prise de sang. Hein. Il y a des très belles choses qui existent, notamment avec Santé BD, sur préparer une prise de sang avec des images, des photos.
il y a vraiment des actes de sensibilisation. On peut former les parents à mettre les patchs, à montrer des vidéos. On peut autoriser aussi le patient et la famille à prendre des photos de la salle d'attente. Moi, j'ai quelques patients qui ont des photos de moi sur leur frigidaire. Je les salue s'ils sont en Zoom, hein, d'ailleurs. Je pense qu'il faut changer la photo, parce qu'il y en a que je suis depuis 10 ans, donc j'ai dû prendre quelques rides. Il faut toujours diminuer le temps d'attente. Donc, si possible, s'il n'y a plus le choix et qu'il faut aller aux urgences, essayez d'appeler sur le trajet pour dire « on est en train d'arriver, il va falloir nous prendre vite là ». Et de plus en plus, plus les collègues des urgences vont être informés et sensibilisés au fait que ne faut pas le faire attendre 3 heures dans la salle d'attente, c'est mieux. Et puis, toujours essayer, quand vous prenez des rendez-vous chez les médecins, essayez de demander plutôt en début de journée, ce que le médecin, il fait pas. Globalement, ça fait plaisir à personne d'être en retard, mais ça nous arrive souvent d'être en retard. Essayez de prendre plutôt le début de la journée ou le début de la demi-journée de consultation. Et puis, si vous avez du retard en tant que soignant, essayez d'estimer à un minimum le délai pour qu'il aille déambuler, qu'il aille à la cafétéria chercher quelque chose, pour que ce soit plus acceptable. Former les parents en amont, c'est-à-dire prévenir de l'arrivée, prendre les objets préférés. Moi, parfois, j'ai des parents, ils arrivent à ma consultation, ils n'ont pas pris le picto, ils n'ont pas pris le pod, ils n'ont pas pris les objets préférés. Bon, c'est vrai que si c'est important de les sensibiliser au fait que quand ils vont faire une activité qui n'était pas prévue ou elle est un acte qui va être un petit peu contraignant, il ne faut pas hésiter à amener tous les renforçateurs. Et puis, effectivement, réduire l'attente et puis prévenir tout ce qui peut être gênant. Hein. Le SAU, par exemple, c'est très bruyant, il y a des lumières, il y a 25 personnes qui passent. Donc, bien penser à prendre le casque s'il y a besoin du casque, bien penser à prendre les lunettes si on a peur d'être trop exposé à la lumière. Et puis, apprendre à prévenir. Prévenir quand vous rentrez, prévenir quand vous allez toucher, prévenir quand il va y avoir un bruit. C'est pas grand-chose de prévenir. Baisser la luminosité et mettre, si possible, dans une salle au calme. Toujours essayer d'adapter sa communication à un langage simple, avec des gestes adressés, des questions courtes, si possible avec des repères visuels. Toujours essayer de s'informer sur le mode de communication. S'intéresser aux intérêts particuliers. Parfois, il suffit juste de rentrer un petit peu dans le monde de la personne. Est-ce qu'il aime les animaux? Bon, je crois que tous les animaux, c'est facile de parler de foot, d'animal à une personne qui a un petit peu peur. Et essayer de s'en servir pour établir le contact. Ne pas imposer des contacts physiques plus rapprochés que nécessaire, notamment lors de l'examen. Veiller à mettre hors de portée tout objet fragile ou dangereux dont le patient pourrait saisir s'il a peur. Et puis, on peut prendre sur nous en tant que soignant. C'est-à-dire que parfois, les personnes avec autisme, quand ils ont peur, ils disent tout ce qu'on pense tous tout bas. Il ne faut pas y prêter attention. Je dirais que ça nous arrive à tous d'être mal polis. Eux, ils ont plus de mal à s'inhiber que moi, quoique ça m'arrive assez souvent finalement de dire des gros mots. Mais s'il s'agit d'un enfant, s'il a une réaction disproportionnée, on n'est pas obligé de réagir. On n'est pas là pour lui faire son éducation, on est là pour le soigner. Quelles étiologies? Ce sont des troubles qui sont complexes, multifactoriels. Bien sûr, il y a des facteurs de risque périnataux qu'on connaît, les grandes souffrances fétales, la grande prématurité, les petits poids de naissance, le fait d'être exposé à tel ou tel traitement, notamment on sait que le valproate de sodium, ça fait partie des traitements qui ont été donnés à des femmes enceintes et dont on sait que c'est une cause des troubles du neurodéveloppement. Parmi les facteurs épigénétiques qui sont encore pour l'instant assez méconnus, mais il y a beaucoup d'études en cours, ce qu'on sait en revanche et pour lesquels il n'y a pas de niveau de preuve suffisant, c'est les vaccins, les métaux lourds, les intolérances alimentaires. C'est plutôt mis de côté. Et parmi les facteurs de génétique, maintenant, on a une grande expérience pour dire que grâce aux études des jumeaux, grâce aux études d'héritabilité, on sait qu'il y a une participation génétique dans les troubles. Il y a plus de 600 gènes qui ont été retrouvés. Dans 30% des cas, on retrouve une cause. Il y a un risque de récurrence de 5 à 20% dans les fratries. Et on sait que dans les familles, le risque d'avoir une deuxième personne avec TSA augmente avec la proportion de génomes partagés avec un individu touché. Par exemple, on sait que les frères et sœurs monozygotes, donc qui ont exactement le même patrimoine génétique, ils ont 90% de risque d'avoir le même trouble, plus que les dizygotes, donc les frères et sœurs qui n'ont pas le même patrimoine génétique, plus que les cousins, etc., etc. Et toutes ces études-là, ça a permis de mettre en lumière le fait qu'il y avait une participation des facteurs génétiques.
L'histoire, c'est qu'il y a effectivement une grande hétérogénéité de ce qu'on voit. Donc, comme je l'ai dit pendant la présentation, avec plein de difficultés différentes, des particularités. Un peu ceux qui communiquent un peu, beaucoup, pas assez. Ceux qui parlent, ceux qui ont plus ou moins d'intérêt spécifique. Et en fait, face à cette grande hétérogénéité clinique, on va retrouver une grande hétérogénéité des facteurs génétiques qui sont impliqués, avec plusieurs facteurs génétiques qui ont été retrouvés. Ces facteurs génétiques, on commence à les comprendre. C'est vrai que avec l'avènement des nouvelles stratégies pour mieux retrouver les causes, on va être de plus en plus précis pour regarder notre ADN. Et c'est vrai qu'il y a une augmentation des facteurs qui ont été identifiés dans le trouble du spectre autistique, en même temps que cette augmentation de la prévalence des TSA. Et ça a été concomitant des progrès des technologies. Je reprends souvent ces diapositives d'un article scientifique qu'avait fait le professeur Thomas Bourgeron à l'Institut Pasteur, parce que ça résumait assez bien notre compréhension actuelle des particularités génétiques des personnes avec autisme. C'est vrai que vous allez voir, donc, dans le cas qui est encadré en rouge, parfois on va retrouver une mutation, donc une anomalie génétique qui arrive chez la personne, qui est très forte et qui va être à l'origine du trouble. C'est ce qu'on peut retrouver dans certains syndromes qui sont bien connus maintenant. Et c'est quelque chose qui est arrivé que chez la personne. On va retrouver ça, par exemple, dans le cas du syndrome de l'X fragile, ce syndrome qui est connu, qui touche plus de 5%, pour lequel il y aurait plus de 5% de personnes avec autisme, qui est lié à une anomalie du gène FRM1. Et donc, c'est des personnes qui ont souvent des troubles du développement intellectuel et des anomalies morphologiques de type macro-orchidisme, des oreilles très larges, des voix un petit peu hautes. Le syndrome de Rett, qui est lié à une anomalie du gène qui s'appelle MECP2, et ce sont des personnes qui sont autistes, qui perdent l'utilisation de leurs mains, qui ont des microcéphalies, c'est-à-dire qu'ils naissent avec un périmètre de crânien qui est un peu plus petit et qui va même involuer au fur et à mesure. Et puis, ils ont souvent des anomalies neurologiques. Le syndrome de DiGeorge, le syndrome de Phelan-McDermid, qui sont liés à des anomalies dans le chromosome 22. Le syndrome de Prader-Willi, que beaucoup de collègues endocrinologues connaissent, parce que ce sont des personnes avec des grandes obésités et des hypotonies. Donc, c'est des personnes qui sont assez mous, assez hypotoniques, et qui ont vraiment des grands surpoids, et qui ont des troubles du développement intellectuel et des anomalies au niveau des gonades, donc des organes reproducteurs. Et la sclérose tubereuse de Bourneville. J'insiste un tout petit peu sur ces syndromes parce que c'est grâce à la compréhension que, chez ces personnes qui avaient ce type de syndrome que les collègues neurologues, généticiens connaissaient bien, on se dit, bah tiens, ce sont des syndromes qu'on connaît bien, nous, les généticiens, les neurologues, et on se rend compte que chez les personnes qui ont ce syndrome, il y a très souvent des troubles du spectre de l'autisme. Ils ont commencé à s'intéresser aux voies biologiques qui étaient sous-jacentes. Et grâce à l'étude des voies biologiques, donc de ce qui se passait au niveau de la biologie chez ces personnes-là, ils ont compris qu'il pouvait y avoir des causes biologiques aux troubles du spectre de l'autisme, et c'est comme ça que les premiers gènes de l'autisme ont été découverts. Dans d'autres cas de figure, ça va être des parents non atteints, mais qui ont des variations qui vont transmettre à leurs enfants. Donc ça, c'est les deux figures du milieu. Ces personnes vont parfois être non atteintes ou avoir des spécificités, des singularités un petit peu différentes. Cela étant, ça me fait réfléchir. Moi, souvent, je vois à ma consultation des personnes qui, au bout de 2, 3, 4 rendez-vous, ils vont me dire « Mais vous savez, docteur, moi, je crois que j'étais un peu comme mon enfant. Mais à l'époque, quand j'étais petit, on m'avait mis un peu de côté. J'ai arrêté l'école très tôt parce que j'arrivais pas à m'adapter. C'est juste qu'on mettait pas des mots sur ces enfants-là qui avaient des troubles 10, des troubles du développement, qui avaient des singularités dans la relation. Très vite, ils étaient écartés du champ, ils ne s'intéressaient pas à eux. Donc je suis convaincue qu'on a encore beaucoup à apprendre et que ça va être très aidant d'interroger ces personnes-là qui ont vécu des choses difficiles de leur enfance, mais qui à l'époque, même les gens de ma génération quand on était petits, ou la génération de mes parents, c'est pas du tout des diagnostics qu'on faisait, mais pas du tout. Et donc du coup, la lecture et la compréhension de ces marqueurs génétiques, si on n'a pas l'historique sur le côté transmis, c'est aussi
aussi qu'est-ce que vous avez vécu. Si vous n'interrogez pas les parents, vous n'allez pas savoir quelles sont leurs singularités. Donc, les internes en psychiatrie, je leur apprends à faire un arbre généalogique. C'est pas juste pour faire plaisir au docteur Anna Mariani, c'est pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans la famille. Même si ça me fait très très plaisir quand l'arbre est bien fait, bien sûr. Si jamais il y a des internes qui m'écoutent. Et puis, il y a ce dernier cas de figure. Ce dernier cas de figure, c'est plutôt les études extrêmement récentes. Parfois, on se rend compte que c'est très probablement l'ensemble des petites lettres de notre ADN qui va faire qu'on va développer des troubles du spectre autistique. Et il y a des études très 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 récentes qui montrent que c'est ce qu'on appelle le polygénérique risk score, qui va influencer l'expression d'un trouble. C'est-à-dire qu'on a tous des lettres de l'ADN et il y a toutes les 9 millions de paires de bases, notre ADN, les lettres échangent. Et c'est ce qui fait la différence entre vous et moi, par exemple. Et c'est la somme de cette modification des lettres qui va pouvoir peut-être être à l'origine de ce qu'on expliquerait du TSA. Alors ça, c'est très important parce que maintenant, grâce au plan France Médecine Génomique, donc c'est un grand plan de financement par le gouvernement, on a accès au séquençage de l'ADN en clinique. Ce n'est plus du tout réservé que à la recherche pour les personnes qui ont de l'autisme, avec notamment 2 grandes préindications. Donc, pour les troubles du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, mais aussi pour les déficiences intellectuelles, on va pouvoir aller jusqu'au séquençage de l'ADN pour mieux comprendre les troubles du spectre de l'autisme. Ça, c'est quelque chose d'assez récent, parce que c'est le plan France Médecine Génomique 2025, donc c'est récent qu'on fait ça, et c'est pas encore partout, mais c'est une nouvelle porte d'entrée sur la compréhension. Et ça, on peut pas le faire sans la collaboration des différents acteurs de l'hôpital, et surtout pas sans les familles, et pour ça, il faut leur expliquer à quoi ça sert. Alors, à quoi ça sert de savoir d'où ça vient l'autisme? Déjà, je pense que c'est important pour les personnes, parce qu'on a entendu trop d'horreurs sur les dernières années. Et aussi, dans les autres troubles, personne ne se pose la question de est-ce qu'on doit savoir pourquoi, pas pourquoi. Vous allez chez l'hématologue, et tout de suite, vous arrivez dans le service, vous avez 14 consentements à signer, on vous fait faire 25 prises de sang, il faut comprendre. Et c'est comme ça. Et on est content que ça se passe comme ça, on est content de savoir pourquoi. Quand il s'agit des troubles du neurodéveloppement, les gens sont un peu... Bon, est-ce qu'on se vaut vraiment le coup de le faire? Moi, je suis convaincue que oui. L'idée, c'est de développer des nouvelles stratégies, de faire des sous-groupes, de mieux comprendre, d'étudier. Et grâce à ça, et je terminerai mon propos là-dessus, on a des belles histoires qui sont en train de se construire. Dans le laboratoire de Thomas Bourgeron, ils ont trouvé un des premiers gènes de l'autisme qui était le gène SHANK3. C'est un gène qui a été découvert dans les années 2003. Quand ils ont découvert ce gène, ils se sont dit, tiens, on va tester chez la souris comment c'est. Tiens, la petite souris SHANK3, elle va pas bien non plus. Après, ils ont fait des cellules souches qu'ils ont dérivées en neurones, et ça, c'était dans le laboratoire d'Alexandra Benchoua à Ivry. Tiens, ces cellules souches-là, dérivées en neurones, elles fonctionnent moins bien. Tiens, on va essayer de mettre plein de médicaments sur ces cellules souches pour voir s'il y a des choses qui améliorent le fonctionnement de SHANK3, là, un petit peu. Et tiens, parmi tous ces médicaments-là, il y avait un médicament qui avait l'air de leur retaper un petit peu, là, le SHANK3, qui fonctionnait un petit peu mieux. Et c'était le lithium. Alors nous, les psychiatres, on a fait quoi? Le lithium, mais on connaît ça. Ça, on sait faire, le lithium. Et j'ai la chance d'avoir pu coordonner dans le service un essai thérapeutique chez les personnes qui ont un syndrome de Phelan-McDermid, donc qui est touché par une anomalie du gène SHANK3, et pour lesquels on a essayé du lithium. L'idée, c'est pas de trouver des réponses à tous tout de suite. L'idée, c'est pas de donner des médicaments à tout le monde. L'idée, c'est plus on comprend, plus on accompagne. Il n'y a pas que les stratégies médicamenteuses, et j'espère qu'il y aura surtout des stratégies non médicamenteuses. Toujours est-il que plus vous comprenez pourquoi, mieux vous accompagnez la personne sur son propre fonctionnement, parce que je pense que c'est indispensable, aussi pour une meilleure acceptation, aussi pour un meilleur accompagnement, mais aussi parce que s'il y a des stratégies qui peuvent améliorer la qualité de vie, le confort, l'autodétermination des personnes, c'est indispensable d'être précis dans ce qu'on comprend de leurs difficultés. Il n'y aura pas un gène, il y aura très probablement des gènes, il n'y aura pas une stratégie, il y aura sûrement, et je l'espère, des centaines de stratégies. Mais voilà, je pense que c'est important d'être au clair avec ça et de faire du champ de la santé mentale une spécialité à part entière pour mieux accompagner les personnes. En conclusion, je ne sais pas du tout si je suis en retard ou pas, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a vraiment une grande variabilité de l'âge des premiers symptômes, pas une, mais des trajectoires
des diagnostics différentiels qui peuvent aussi être des troubles associés. On a le droit d'avoir et de l'autisme et autre chose. Maintenant, on fait du diagnostic étiologique. Il faut accompagner les personnes sur la compréhension de leur singularité. On surveille toute la vie. Encore une fois, le dépistage précoce, c'est on dépiste précocement tous les troubles qui vont pouvoir venir enquiquiner les personnes. Le changement de comportement, c'est somatique jusqu'à preuve du contraire. S'il vous plaît, ouvrez la bouche, examinez les ventres. Et on essaie toujours d'anticiper l'accueil aux urgences, d'adapter son discours, sa communication, sa gestuelle. J'ai mis quelques ressources utiles, il y en aura d'autres, j'espère plein d'autres. On a fait un site internet dans le service qui s'appelle Clepsy et qui est là pour mieux accompagner les personnes, pour faire des fiches, pour essayer aussi que les accompagnants soient mieux informés. Il y a plein de ressources qui existent, je pense à mes collègues de santé BD, des filières de santé maladies rares, et puis des outils pour mieux communiquer qu'on va espérer être de plus en plus nombreux et pour lesquels ma collègue Oriane Graciano va vous parler juste après la pause. Je crois que j'ai terminé, je suis disponible pour quelques questions si vous en avez. Je vous remercie. Bonjour, merci beaucoup. Je m'appelle Tassos Chadzis, je suis pédiatre. Je voudrais juste vous demander de commenter le rôle de vaccin. Vous l'avez sur un diapo, mais j'aimerais bien vous demander de répéter votre commentaire, s'il vous plaît. Alors, il y a eu toute une polémique il y a quelques années sur l'implication de certains vaccins, effectivement, notamment le ROR, dans l'apparition des troubles du spectre autistique, mais il n'y a aucune étude scientifique solide qui a prouvé que les vaccins étaient impliqués dans l'étiologie des troubles du spectre de l'autisme. Donc, on peut continuer à vacciner. Je l'incite fortement, même compte tenu que cette année, il y a eu de nouveau des bébés qui sont morts de la coqueluche et d'autres maladies gravissimes parce que les parents ne veulent plus vacciner. Je vous remercie, mais permettez-moi juste d'ajouter un petit mot que les auteurs de cet article en 1998 dans le Lancet ont été, comment dirais-je, culpabilisés, enfin même punis pour un article, un travail qui n'était pas honnête. Ils ont utilisé des données qui n'étaient pas réelles. Et du fait, enfin, à la fin, le médecin responsable ne pouvait plus exercer la médecine en Angleterre. Donc, c'était pas même une nuance éventuellement ou non, c'était des militants anti-vaccination qui ont guidé qui ont conduit cet examen. Enfin, cette, entre guillemets, recherche. Bon, merci bien. Merci à vous. Je me permets juste un petit commentaire. Je pense que il faut continuer. Enfin, la recherche, c'est vraiment hyper important. C'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à essayer de mettre la recherche avec les professionnels, bien sûr, de l'Institut du cerveau. Mais il n'y a pas de mauvaise recherche. L'important, c'est continuer à se poser des questions. Nos technologies, pour mieux comprendre, elles évoluent tout le temps et il y a des choses qu'on a crues et qu'on croira peut-être plus aussi. Je pense que l'objectif, c'est de ne pas être nous-mêmes rigides avec nos connaissances et de se poser des questions. Et il faut savoir, peut-être qu'il y a des choses que je dis maintenant que je penserais fausses dans 5 ans. Et j'espère presque, parce que sinon, c'est que j'aurais pas bossé assez pendant 5 ans. Bonjour, moi je suis Tom Guédin, je suis psychologue. Alors, je suis dans un contexte un peu particulier aujourd'hui parce que moi je suis coordinateur d'une équipe spécialisée Alzheimer dans un SIAD et on est amené à prendre en charge des personnes avec autisme plutôt adultes aujourd'hui, enfants mais plutôt adultes, c'est plutôt vers là qu'on se dirige aujourd'hui. Je vous remercie pour votre propos très clair, très précis et étrangement, il y a énormément de choses que vous dites qui font écho à ce qu'on retrouve dans les pathologies neuroévolutives de la personne âgée. Sur les fonctions cognitives, sur l'altération des fonctions et sur les modes de communication, l'adaptation du discours,
En équipe spécialisée Alzheimer, on fait un dégrossissement de la situation, on parle aux aidants et on cherche à optimiser, maximiser les compétences présentes après avoir fait un bilan un peu complet pour permettre un meilleur maintien à domicile, une amélioration des capacités présentes pour la suite. Et cette idée du somatique jusqu'à preuve du contraire, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup aussi dans ces situations-là. Changement de comportement aigu, crise aiguë, c'est pas de l'ordre de la maladie. Donc, ce que je trouve étrange aujourd'hui, c'est qu'on sait accompagner les personnes avec des maladies neuroévolutives âgées. On sait le faire, on diagnostique plus ou moins bien, mais on sait le faire. Je comprends pas comment on n'arrive pas à calquer ce modèle-là sur le champ de l'autisme. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Il y a des choses qui ne se ressemblent pas non plus, mais il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent aider. Et sur les équipes spécialisées Alzheimer, il y aurait vraiment un sujet sur des équipes spécialisées autisme ou handicap pour faire ce premier point, accompagner les personnes à domicile. Là, on parle beaucoup de SMS et de consultations, mais il y a aussi tout le champ du domicile qui est intéressant, je pense. Et du coup, bon, c'est pas vraiment une question, mais voilà, en tout cas, il y a des grands liens et on gagnerait vraiment, je pense, à croiser les regards et avoir une idée de, voilà, ça fonctionne là dans le champ de la personne âgée avec ces maladies-là. Il y a des choses qui sont similaires, pourquoi pas croiser nos compétences et nos connaissances et aller dans le sens de quelque chose d'un peu mieux. Et voilà. Merci de votre commentaire. Effectivement, chez les personnes âgées, notamment avec de l'Alzheimer, il y a des crises aiguës qui sont en fait de la confusion parce qu'ils sont déshydratés. Et maintenant, on le sait que ça arrive chez la personne âgée et c'est pas encore assez interrogé. Et on n'est pas encore assez dans la prévention chez les personnes avec autisme pour ça. Je passe la parole aux personnes qui sont à distance. Donc, de nombreux commentaires suite à son intervention, Anna, sur la nécessité effectivement de former les professionnels, de permettre un meilleur accès aux soins, un meilleur accès aux diagnostics. Plusieurs commentaires également sur la place importante des parents dans les prises en charge, dans les suivis. Et effectivement, ce qu'ils attendent dans la salle d'attente est très peu impactant sur la trajectoire développementale de l'enfant. Et c'est vraiment très très important qu'ils soient acteurs et associés à ces accompagnements. Une question un peu plus spécifique d'un papa professionnel aussi, mais qui demande vers quel âge est-il nécessaire de rediagnostiquer un adolescent ou une adolescente TSA avec d'autres TND. Est-ce qu'il y a une nécessité de rediagnostic et si oui, à quel âge de la vie? Je pense pas que il y a eu toute une période de peut-être mode ou je ne sais quoi, de réévaluation systématique. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de truc systématique. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être au plus près de la personne. Et effectivement, un enfant, c'est pas un petit adulte, c'est un être en voie de développement et que les compétences à un temps T, fort heureusement, surtout quand il y a des prises en charge, c'est pas les mêmes que les compétences à un temps T plus 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et parfois, il y a des personnes qui vont être diagnostiquées dans la petite enfance, vers 3-4 ans, mais qui sont, par exemple, très agitées, avec des difficultés de communication. On leur a mis des outils pour mieux communiquer. Il y a eu parfois, effectivement, des traitements pour le trouble attentif et le déficit de l'attention. Donc, 2, 3, 4 ans après, ils sont beaucoup plus opérants. On a beaucoup plus une idée de leur fonctionnement. Et l'objectif de réévaluer, c'est avant tout de proposer des prises en charge plus adaptées, des parcours scolaires et sociaux plus adaptés. Tout dépend du besoin. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de règle. S'il n'y a pas besoin de réévaluer parce que ça roule, ça roule. Après, on est à un moment où on se dit, il y a une petite souffrance scolaire. À la maison, ça va moins bien. J'ai l'impression qu'il a fait des progrès. Il faut peut-être revoir nos stratégies de soins. Parce qu'il y a aussi trop d'enfants qui ont, pendant 5 ans, la même stratégie de soins. Il va toujours chez l'orthophoniste, il prend toujours son risperdal. Ah bon, et ça sert à quoi? Donc, l'objectif de la réévaluation, c'est de se reposer des questions. Parfois, on ne se pose pas de questions et ça veut dire que ça va bien. Mais je dirais qu'au sein de l'évolution développementale, il faut se poser la question régulièrement de est-ce que c'est toujours utile ce que je fais et comment je peux faire pour mieux accompagner. Et la réévaluation, elle sert à ça. C'est en quoi elle n'est pas forcément systématique, du coup, parce que parfois, le premier diagnostic, ça va être le moment de poser ses valises. Après, réévaluer, ça va être, on a l'impression que sur le plan intentionnel, ça va moins bien. Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de difficultés de type TDAH associées? Tiens, il n'y avait pas de trouble du langage oral formel, mais on arrive au collège,
il comprend rien au sous-titre. En termes de pragmatique du langage, il est vraiment gêné parce qu'on passe à un langage qui est plus implicite. Voilà, la réévaluation, elle sert à ça. Donc, elle n'est pas systématique, mais il ne faut pas hésiter à se poser la question au moment des grandes périodes de transition pour voir si les prises en charge sont toujours adaptées, d'autant plus que plus les enfants grandissent, ou plus les personnes vieillissent, plus la société va avoir des exigences qui ne sont pas toujours très adaptées, ou en tous les cas, voilà, ce qu'on trouvait mignon, sympathique chez un enfant petit à l'adolescence, on trouve ça moins mignon, moins sympathique, et quand la personne devient un jeune adulte, ça va être le moment de l'insertion professionnelle, si c'est possible, ou du moment où les parents vont plus être là pour les aider. Donc réévaluer, ça va être un moment où on va dire, attention, réévaluer aussi le système écologique, le système familial, le système de support, parce que si c'est des parents qui ont vieilli, qui peuvent plus faire les soins quotidiens parce qu'il y avait un régime spécialisé ou je ne sais quoi, ou voilà, c'est se poser des questions. Donc c'est pas systématique, mais il faut se poser des questions. Et la réévaluation, on n'a pas besoin d'un bilan complet, ça ne veut pas dire refaire ce que j'appelle dans mon service parfois, on n'a pas besoin de la complète jambon fromage, hein, on peut juste se poser la question. Se poser la question, c'est déjà réévaluer. Après, parfois, il y a besoin de faire des bilans fonctionnels. Je pense qu'il ne faut pas en faire l'économie, notamment dans la petite enfance, parce que le cerveau d'un enfant à 3 ans, c'est pas la même chose que le cerveau d'un enfant à 9 ans, et fort heureusement. Donc je dirais pas qu'il faut être systématique, mais il faut quand même souvent se poser des questions. Donc on fait attention à l'évolution, période de Exactement. transition, l'adolescence, l'âge adulte. Et puis à ce que les parents disent, parce que parfois les parents ils disent mais il n'est pas comme avant, il arrive moins bien à dormir, la concentration, peut-être qu'à l'école ils disent que ça va, mais moi le soir je vois que c'est une pile électrique. Donc effectivement dans la journée ça va, mais peut-être qu'il s'est tellement contenu que le soir il explose, ça signifie quelque chose. Donc il faut aussi écouter la parole de l'enfant et des familles. Ben, on finira sur ces belles paroles. Merci Anna. Merci beaucoup. Je propose une petite pause et on reprend à 10h30 tapante pour tenir le timing et le programme de cette journée. Merci infiniment.